Nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et vous écoutez le 4e épisode de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, c'est Masterclass et on va parler photos de sport. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe David Regondo, grand spécialiste des sports motorisés et plus particulièrement de la photo de moto. Avec lui, nous allons vous donner une multitude de conseils pour vous lancer sereinement dans cette discipline photographique ô combien technique. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et les semaines défilent, déjà le 4e épisode de cette 6e saison. Je suis toujours à tes côtés, Benjamin, mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va super, Arthur. Tiens, dans Défile, il y a Filet, tiens. Oui, filet. On va en parler un petit peu, ouais. Le Graal de la photo de sport, réussir un bon filet. On a le plaisir de te recevoir, David. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à tous les éditeurs. Et c'est un plaisir de vous rencontrer. Alors David, si tu le veux bien, on va quand même te présenter à nos auditeurs. Donc tu es photographe depuis le début des années 90. Tu as suivi une formation à l'EFET et obtenu un CAP photo. Et c'est à l'occasion d'un supercross à Bercy qu'est née ton envie de te spécialiser dans les sports mécaniques moto. Tu obtiens ton premier contrat de photographe salarié en 1996 pour le magazine Moto, après avoir passé quelques années comme pigiste et photographe de conflit pour l'agence Gamma. En 2004, tu montes ta propre agence spécialisée, Good Shot, qui fournit des images dans le monde entier aux marques équipementiers du monde de la moto. Tes images sont diffusées dans la presse, dans des beaux livres spécialisés et sont utilisées pour de la communication. Au fil du temps, tu es devenu un acteur incontournable du monde de la moto sportive. Tu es l'auteur d'ailleurs de 3 beaux livres photographiques dédiés à des champions de la discipline, Johann Zarco, Valentino Rossi et Fabio Quartararo. Des grands noms là, hein, c'est des légendes ces gens-là. Tout à fait. Donc je me suis mis à l'édition il y a quelques années pour pouvoir développer, mettre mes photos en valeur, qui était une comment on appelle ça, un point important pour moi. Bon, voilà pour les présentations. Je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance 3 nouveaux objectifs. Canon met à jour ses EOS R5 et R3 et Irving Penn s'expose à Deauville. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer l'arrivée prochaine de 3 nouveaux objectifs hybrides. On commence avec 2 focales fixes en gamme Contemporary série I, conçues pour couvrir le format 24-36 mm et déclinées en monture Sony E et L-mount. Il s'agit d'un 50 mm offrant une ouverture maximale de f2 et d'un grand angle 17 mm offrant une ouverture maximale de f4. E-Series oblige, on retrouve un très beau design et une excellente qualité de construction avec une finition métal. Les objectifs disposent d'une bague manuelle de réglage du diaphragme. Le 17 mm f4 est composé de 9 éléments répartis en 8 groupes et le 50 mm f2 de 11 éléments répartis en 9 groupes. Ils font respectivement 6,4 cm de long et un poids de 225 grammes pour le 17 mm et 6,8 cm de long et un poids de 350 grammes pour le 50 mm. On continue avec un nouveau 23 mm f1.4 en gamme Contemporary aussi, conçu là pour le coup pour le format de capteur APS-C et décliné en monture Sony E, L-mount et Fujifilm X. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 10 groupes, il mesure près de 8 cm de long et pèse 340 grammes. Le Sigma 17 mm f4 DGDN Contemporary sera proposé au prix de 619 €. Le Sigma 50 mm f2 DGDN Contemporary sera lui proposé au prix de 699 €. Et enfin le Sigma 23 mm f1.4 DCDN Contemporary sera proposé au prix de 499 €. Ces 3 nouveaux objectifs seront disponibles dès le 21 avril prochain.
Et enfin, pour terminer, Sigma annonce aussi la disponibilité et les prix de leurs 3 premières optiques APS-C en monture Nikon Z. Rendez-vous donc le 21 avril également pour découvrir le 16 mm 1.4 au prix de 499 €, le 30 mm 1.4 au prix de 399 € et le 56 mm f1.4 au prix de 499 €. Canon vient de lancer des mises à jour de firmware majeures pour 2 de ses hybrides 24-36 mm, les EOS R5 et R3. L'EOS R5 se voit donc désormais doté d'une nouvelle fonction Pixel Shift qui permet de réaliser des images de plus de 400 millions de pixels à partir de 9 photos réalisées avec les 45 millions de pixels initiaux du capteur. A noter que la fusion finale est réalisée directement dans le boîtier et proposée uniquement en JPEG. L'EOS R3, pour sa part, se dote d'un nouveau mode autofocus avec priorité à la personne enregistrée. Le boîtier peut désormais mémoriser jusqu'à 10 visages, les reconnaître dans le cadre et leur donner la primeur de mise au point par ordre de priorité. De plus, on retrouve une nouvelle fonction d'assistance au filet. L'appareil détecte la direction de déplacement du sujet et sa vitesse pour ajuster automatiquement la stabilisation optique au déclenchement. La version 1.4 du firmware de l'EOS R3 et la version 1.81 du firmware de l'EOS R5 sont disponibles au téléchargement gratuitement depuis le site de Canon. Et enfin, pour terminer, si vous passez par Deauville, vous pourrez admirer la grande exposition consacrée à Irving Penn, auteur majeur de la photographie du XXe siècle. C'est la MEP, la Maison européenne de la photographie, qui a prêté pour la première fois l'intégralité de sa collection d'œuvres de l'artiste. Il est alors possible de découvrir plus de 100 tirages originaux allant de ses toutes premières photographies en 1939 dans les rues de New York, en passant par ses célèbres portraits de Colette, Cocteau et Picasso, et jusqu'à ses dernières photos de mode par Vogue en 2007. Irving Penn, chef-d'œuvre de la collection de la MEP, c'est jusqu'au 28 mai 2023 à Les Franciscaines, rue de la République à Deauville. Dis donc, on ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui avec ces mises à jour de firmware, notamment sur l'EOS R3 et cette assistance au fameux filet. Ouais, ça peut-être que notre invité pourra rebondir dessus, mais Je le vois douter. Ouais, non, je ne doute pas de mes canons. non, par contre, moi, il y a quelque chose qui me réjouit, et de manière générale, Ouais. de toute façon, autour des mises à jour de firmware grâce aux hybrides, puisque les réflexes évoluaient pas dans le temps comme évoluent aujourd'hui les hybrides. Un R5 qui a déjà presque cette année, qui aura 3 ans d'existence, se voit encore doté de nouvelles fonctions, notamment Mais pas des petites fonctions. la haute résolution, et ça fait un moment, enfin haute définition d'ailleurs, parce que c'est un anglicisme, haute résolution. On taxait souvent Canon d'un peu de conservatisme et de frilosité sur certaines fonctions. D'ailleurs, celle-là était absente sur leur boîtier, donc c'est très très bien que ça arrive. C'est juste étonnant qu'ils ne le fassent pas aussi sur le R3 dans le même temps. Je suis un peu surpris. Alors que le boîtier ça reste viendra, aussi. Et ça viendra peut-être après. ça aurait été intéressant, ça pourrait. En tout cas, c'est toujours réjouissant de voir des boîtiers évoluer. Et pour les utilisateurs, ils peuvent se dire que sur la durée, l'investissement sera payant. Voilà, 400 millions de pixels, c'est quand même... ça commence à faire du gros fichier, là. Pourquoi faire? Ah mais on peut faire plein de trucs avec ça. On peut faire des tirages géants, on peut recadrer. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Alors, pourquoi faire? Pas pour faire de la photo de moto, ça c'est certain. Puisqu'il faut que le sujet soit immobile, précisons-le. Non, mais c'est vrai, c'est important. On dit 400, du portrait au stand. 400 millions, et même pas, je pense, parce qu'il faut vraiment pas bouger. Il n'y a même pas de correction de bouger, en fait, sur la fonction. Ouais. Donc, ça va être pour de la nature morte, du paysage, sans vent. Donc, on est vraiment sur... c'est ça, quoi, du studio éventuellement, mais on n'est pas encore sur une pratique universelle pour les 400 millions. Alors, parmi les autres actualités de la semaine qu'on a repérées, on peut citer aussi Laowa, qui lance ou qui a lancé un nouvel objectif, un Argus 28 mm ultra lumineux f1.2, qui vient compléter la gamme déjà assez sexy des Argus chez Laowa. Et cette optique, elle va être déclinée en plein de montures, évidemment. Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount, et à un prix tout à fait raisonnable de 635 €. Précisons qu'il s'agit d'une mise au point manuelle. Oui, précisons c'est important. qu'il s'agit d'une mise au point manuelle. Tu as raison. Néanmoins, le gabarit est étonnamment compact vu l'ouverture de l'optique. J'ai vu quelques photos circuler. Moi, c'est des petits objets qui m'attirent assez. Enfin, étant assez fan de Elles sont belles, 28 mm. elles sont belles en plus. Elles sont belles, et
Pour rebondir aussi aux actus, hein, les sorties de Sigma sont super sympas aussi. Les e-series, moi, de Franchement. toute façon, je suis grand fan. Ouais, je trouve que leur game contemporary, elle a vraiment de la gueule. Et le 17 mm, là, que tu as annoncé, le 50, F2, F4, c'est des ouvertures, c'est des compromis, quoi. Ouais. Et là, sur la légèreté, on est vraiment sur des objets qu'on peut trimballer un petit peu partout avec soi pour du plein format, c'est assez Et chouette. puis, c'est des compromis aussi au niveau tarif, hein, puisqu'on est Ouais. dans des montants entendables, raisonnables, en contradiction avec ce qu'on peut dire très souvent à ces micros. Des tarifs complètement délirants en termes d'optique, quoi. Ouais, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portraits dans les stands et tout. Toi, on y reviendra dans le courant de l'émission, mais est-ce que tu es amené, David, à utiliser des optiques un peu comme ça, légères, passe-partout pour être discret? Alors, c'est sûr qu'avec, tout le système RF, ça, largement, je dirais même largement, le poids des optiques des boîtiers, c'est vraiment baissé, quoi, et ça, c'est vraiment un très, très gros plus, de l'hybride. Alors Mmh. que ça soit Canon ou que ça soit dans les autres marques, c'est vrai que quand on voyage, voilà, on a des contraintes de bagages, on a des contraintes pour aller dans l'avion, pour aller mettre le bagage juste au-dessus de notre tête. Et ça, le poids de l'hybride et des objectifs RF, chez Canon, bah, c'est vraiment un point essentiel dans le matériel, quoi. C'est sûr. Benjamin, est-ce que tu veux nous dire un mot sur le prix Saïf Femme Photographe? Te dire un mot, Noé, que c'est intéressant, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, hein. C'est dans le cadre du Festival des Femmes s'exposent, donc du 7 juin jusqu'au 3 septembre, à Oulgat, Ouais. hein. Il y a une thématique à l'honneur cette année qui est intimité, et une dotation à la clé de 3 000 € avec une expo à la Maison européenne de la photo, hein, c'est bien ça, à la clé. Exactement. Et juste pour terminer, une bonne nouvelle, à mon sens, hein, on a reçu un communiqué d'OM System pour, j'imagine, faire un peu taire les langues de vipères qui diraient que cette marque n'innove plus. Et bien, figurez-vous que OM System vient juste d'annoncer l'inauguration d'un tout nouveau centre de recherche à Tokyo entièrement dédié aux optiques. Donc ça, on peut s'en réjouir. Voilà pour l'actualité cette semaine. On passe à la suite. Évidemment, Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, on va parler sport, évidemment. Tu nous parles d'un projet de beau livre sur le trail, d'un photographe que nous apprécions beaucoup et que nous avons déjà reçu dans cette émission au coin du feu. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo. 500 photos, 10 ans d'exploration, 2 kilos. Ces chiffres donnent la mesure de Grand Trail, au pluriel, projet éditorial du photographe Alexis Berg, 8 ans après qu'il a signé le premier beau livre sur l'univers du trail. Depuis, Alexis s'est imposé comme un photographe incontournable dans l'univers outdoor, ses images illustrant régulièrement les articles du quotidien et du magazine de l'équipe. Au-delà de l'action et des performances, ces images font la part belle aux paysages grandioses traversés par les coureurs, ainsi qu'à leur propre parcours personnel. J'aime bien m'attarder un petit peu sur voilà, des moments où le mouvement s'est arrêté et je fais beaucoup de portraits. J'aime bien aussi regarder un petit peu à côté des sentiers, avant, après. Donc il y a beaucoup de grands paysages parce que c'est aussi ce qui attire le regard de tout le monde. Et moi, pour commencer, je suis tout d'abord ouais, fasciné par les paysages que traversent ces courses, et c'est aussi ça qui m'amène à voyager sur les événements du trail. Et donc il y a beaucoup de paysages, il y a aussi une certaine idée de raconter l'histoire de ce sport. Et donc moi je m'intéresse beaucoup à la fois aux moments importants, mais aussi aux personnages importants de ce sport-là. Donc il y a une idée de documenter, pas juste de montrer et de faire juste voilà, des belles images. Il y a une idée de raconter les histoires et une histoire de ce sport. Parmi ces histoires déjà documentées, il y a Les Finisseurs, suite de portraits d'athlètes qui ont achevé la Barclay,
Une course qui défie les lois de l'ultra-trail chaque année dans le Tennessee depuis 4 décennies et dont la principale difficulté consiste tout simplement à terminer dans les temps impartis. Alexis était évidemment sur place il y a 3 semaines pour couvrir l'édition 2023 qui restera dans les annales. C'était assez incroyable à vivre parce que je photographie la Barclay depuis 2017. Et en 2017, voilà, c'était ma première Barclay et il y avait eu un finisseur. Et depuis, ça faisait vraiment longtemps, ça faisait 6 ans que je retournais à la Barclay et chaque année, c'était à la fois une grande excitation, un grand plaisir d'être là-bas, mais aussi parfois une frustration de voir les espoirs assez vite vaincus par la course, les espoirs des concurrents. Et donc moi, ces dernières années, j'ai vu plein de gens échouer. Et cette année, voir 3 personnes aller au bout, réussir, aller si loin, passer 60 heures face à cette course, voilà, et à la fin arriver dans les temps, ça donne de la valeur à ce travail qu'on a fait avec Aurélien Delfosse, ce livre, les finisseurs. C'est aussi toute cette attente et le fait que ça soit si compliqué et si difficile de terminer cette course. C'est ce qui en fait la beauté et à la fois ça donne de la valeur que les années où il y a des échecs parce que ça montre à quel point c'est compliqué, mais c'est aussi pour que dans des bons jours et dans des bonnes conditions que certains réussissent. Voilà, c'est aussi pour ça que cette course elle existe. C'est pas juste une course impossible, c'est une course qui parfois n'est pas impossible et c'est ça qui la rend belle. Avec son frère, Frédéric Berg, il a fondé les éditions Mons en 2018, avec déjà plusieurs beaux livres et de belles signatures au catalogue. La forte augmentation du coût du papier, la volonté de ne pas imprimer au bout du monde compliquent leur tâche en tant qu'éditeur indépendant, et la fabrication de grands trails, tels qu'ils l'imaginent, s'apparente à un sommet difficile à gravir. D'où le recours à une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, où il est possible de précommander le livre. Faire des ventes directes, c'est pour nous, éditeurs indépendants, on n'a pas de salariés, on est vraiment une toute petite maison d'édition. On a besoin de passer par là pour pouvoir financer un projet de cette ampleur. Et ça ne veut pas dire que on ne fait pas non plus confiance aux libraires. On a d'ailleurs à cœur de défendre les ventes en librairie. On conseille vraiment à nos lecteurs de, oui, commander en direct les livres auprès de nous, mais aussi les commander directement auprès de leur libraire. Cette campagne de précommande, elle est très importante aussi pour une raison économique qui est assez simple à comprendre, c'est que voilà, nos livres ils sont vendus en librairie, mais les ventes en librairie elles mettent des mois, en fait, elles mettent environ 6 mois à nous revenir. Voilà, c'est ça l'économie d'un livre, et donc malheureusement l'imprimeur, lui, il faut le payer avant la sortie, et tout simplement pour nous on n'a pas la trésorerie suffisante pour se passer d'une campagne avant la sortie du livre. Voilà. Les contributeurs recevront cette anthologie du trail avant l'été. Tel un athlète solidement préparé sur le plan mental, Alexis n'envisage pas l'échec et aborde la dernière ligne droite avec sérénité. On n'a pas envie de se poser dans cette situation-là. On dit juste que on va y arriver. On va y arriver avec le soutien de nos lecteurs, et tout le monde recevra le livre entre fin mai et début juin, avant sa sortie en librairie, et on a hâte de ce moment-là. Bon, ça fait plaisir de réentendre la voix d'Alexis, si vous vous intéressez à son travail et à ce projet autour des finisseurs. On vous invite évidemment à écouter l'émission Au coin du feu qui lui a été consacrée. Les éditions Mons, Benjamin, on en parle régulièrement. Oui, Mons, ça veut dire montagne. On en parle régulièrement parce qu'ils ont, comme je le disais, de belles signatures déjà au catalogue. Il y a notamment Franck Séguin, qu'on a déjà reçu ici, Ouais. qu'on recevra Très encore. prochainement. Voilà, qui a signé une monographie qui s'appelle L'autre horizon en fin d'année. Il y a JP Lyotard, photographe très talentueux dans l'univers du deux roues aussi, non motorisé, contrairement à notre invité, qui est plus centré sur le VTT, qui s'appelle Climax. Et puis il y a Turbulence de Bentoire aussi, qui est un grand photographe. Donc c'est une belle palette de photographes de sport
et ça mérite qu'on les suive. Parce que vraiment, ils essayent de faire des livres artisanaux. Ils fabriquent en France. Et c'est pour ça qu'il y a cette campagne, puisque là, ils veulent faire imprimer le bouquin à la Manufacture des Deux Alpes. Ouais. Donc, bon, c'est un effort louable. Et pour un objet de 2 kilos, il faut y mettre les moyens. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin un peu de précommande. Voilà. Bon, David, j'imagine que ça fait écho, hein, cette histoire, tout à fait. à ce que tu fais et avec tes beaux livres. C'est 100 photos, c'est ça, toi, dans Oui, tes, alors dans moi, tes beaux livres? oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai créé, alors moi depuis 2007, je fais un livre tous les ans sur le championnat du monde d'endurance. Et en 2019, je me suis lancé un peu plus dans l'édition en sortant un livre sur Valentino Rossi, dans une collection qui s'appelle En 100 photos. Donc, c'est un peu pour pallier au manque de la presse, tout Mhm. simplement, un peu. Parce que bon, les photos, c'est bien gentil, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas tellement mis en valeur. Ouais, c'est Donc, pas pareil, quoi. c'est pas pareil. Et comme moi, je suis un photographe un peu, voilà, qui aime bien les choses qu'on tient dans la main, j'ai voulu développer un peu mes éditions Good Shoot. Et à partir de là, créer une série qui s'appelle, une collection plutôt, en 100 photos. Et j'ai commencé par Valentino Rossi, qui est la légende absolue dans la moto. Qui est l'équivalent de Schumacher en moto, si on doit vulgariser. Oui, comment tu oui. le présenterais à ceux qui ne connaissent plutôt, pas? plutôt Senna. Plutôt Senna. D'accord, Plutôt ok. Senna. Bon, pas. Mais il est vivant encore. Oui, Ouais. voilà. Oui, tout à fait, il est évident. Après, c'est pas la même chose. Il y a toujours un peu de concurrence entre la Formule 1 et la moto. C'est pas pareil. C'est différent. Mais c'est vrai que le photographe que vous avez interviewé là, la problématique, je la connais par cœur, quoi. C'est voilà les éditeurs indépendants comme moi je suis. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors le papier, il a explosé en 2 ans. Il a pris plus de 100%. Je pense qu'il va baisser un peu. Voilà, Mhm. si Il ne peut pas monter indéfiniment. voilà, Il y a un et moment, il va. je peux, voilà, et puis bon, et ce que j'ai un peu entendu, parce que j'ai appris beaucoup de choses là en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, là, j'ai appris beaucoup de choses sur les mises à jour, sur toutes ces choses-là qui sont vraiment très très intéressantes, et surtout, voilà, que votre photographe là, le photographe, la problématique, je la connais par cœur, quoi. Donc c'est sûr que le papier a explosé, et je lui souhaite en tous les cas bon courage et bonne réussite. Bon, on conclut la story là-dessus. Merci Benjamin. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande masterclass sur la photo de sport avec David Regondo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. David, tu as entendu parler de l'offre Liberté chez Canon ? Non, mais tu piques ma curiosité. Eh bien, les Canon EOS R5, EOS R5C et EOS R3 sont à des prix imbattables en ce moment. Tu m'intéresses car ces boîtiers combinent les meilleures technologies de l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est quoi les modalités ? Du 1er avril au 30 avril 2023, tu bénéficies d'une remise de 500 € TTC pour tout achat d'un boîtier EOS R5, R5C ou R3. Par exemple, l'EOS R5 revient seulement à 3 999 € TTC. Du jamais vu depuis sa sortie. Waouh, incroyable! Et cette offre, on la trouve où ? Au sein du réseau des revendeurs de matériel photo Canon agréés dans toute la France. Ne manquez pas ces remises exceptionnelles sur les EOS R5, R5C et R3, valables jusqu'au 30 avril 2023. Rendez-vous chez votre revendeur de matériel Canon préféré ou sur son site internet. Nous sommes de retour avec le photographe David Regondo pour cette grande masterclass sur la photo de sport. Alors, la photo de sport, c'est vraiment une photographie populaire, qui plaît et qui touche beaucoup de monde. On la retrouve absolument partout. Dans la presse, sur les réseaux, dans les publicités, dans des livres, on en a parlé, parfois même dans des expositions, des festivals. C'est une photo qui motive, qui peut inspirer et qui, la plupart du temps, fait beaucoup rêver. David, pour commencer, peut-être première question, ce serait quoi ta définition d'une bonne photo de sport? C'est compliqué, hein. Mais c'est une bonne photo de sport, c'est le sujet, c'est le lieu, c'est la date, c'est très très difficile vraiment à dire, parce que c'est un peu, est-ce que c'est une news, est-ce que c'est artistique, est-ce que je vais pas pouvoir vous le dire ce que c'est la vraie bonne photo de sport. S'il y a un temps bien donné, est-ce que c'est
Franchement, là, c'est une colle. Ou à quel Une moment colle. tu sens que tu tiens la photo? Est-ce que ça peut être au moment où tu la prends, vraiment où tu déclenches, tu regardes tout de suite sur ton boîtier, tu l'as, ou t'attends d'être derrière un ordinateur et de te dire: «Là, j'ai la bonne photo»? Non, alors la bonne photo, je le sais tout de suite, hein. On le sait tout de suite. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle la bonne photo. Est-ce que c'est la bonne photo d'une course? La bonne photo de ces 10 dernières années? La bonne photo qui c'est compliqué quoi, Non, tu sais ouais. peut-être que tu tiens la bonne photo pour un livre, par Oui, exemple. alors tout à fait, oui. Alors après effectivement, alors moi j'appellerais pas ça une bonne photo, j'appellerais ça, bon, la photo qui est bien du moment, du Mmh. moment présent. À partir de là, effectivement, quand moi je vais sur une épreuve, je vais il y a des choses que je vais rechercher, hein, je vais essayer tout pour qu'elle soit, je dirais, correctement, je dirais, exposée. Bon, ça, c'est pas très compliqué, mais voilà, qui est quelque chose qui transpire dans cette image et qui fasse parler, quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant finalement avec cette pratique de la photo de sport, c'est que bah, ça couvre plusieurs champs photographiques. Alors on a l'action en elle-même, évidemment, mais c'est pas que ça la photo de sport, c'est aussi des portraits, c'est aussi des ambiances, c'est aussi des reportages, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, tout à fait. C'est sûr que sur une compétition sportive, bah, il y a je dirais, le sport en lui-même, et après, il y a tout autour, quoi. Il y a les fans, il y a le sportif qui va se concentrer dans son coin avant de monter sur sa moto. Parce que, bon, c'est la moto, hein, pour moi. Il va y avoir l'action aussi, l'action, la belle action. Je dirais, comment on appelle ça, d'aller chercher, parce que dans ma catégorie à moi, qui est la photo de moto, c'est sûr que c'est compliqué, sur une photo d'action de voir d'où on voit pas la transpiration, Bah, mais comment l tu montes de l'émotion avec l'ém un casque, quoi? voilà, c'est Ouais, ouais, ça exactement c'est ça, sûr c'est que ouais. exactement ça. Et bah, on peut. On peut par le cadrage et surtout par l'action en elle-même, en Mmh. fin de compte. Alors après, il faut être un peu initié, hein, naturellement, hein, parce que c'est sûr qu'une photo d'action de moto, bah, ça se ressemble un peu toutes. Et bah, pour les initiés, elles se ressemblent pas toutes. Mmh. Il y a il y a il y a il y a on peut voir l'effort du motard sur la moto. On peut voilà, et c'est ça qu'il Tu vois faut. comment ça? La position des mains, du Et genou, et exactement, de la force qu'il peut mettre dans le passage, dans un passage, dans un virage, par exemple. Et ça, c'est on peut le montrer en photo, quoi. Ça, Mmh. c'est vraiment important, quoi, et c'est surtout important de le faire, ça. Mmh. Selon toi, pourquoi la photo de sport finalement elle est si populaire auprès du public? Bah, je pense que, bah, déjà, le sportif en lui-même est populaire. Donc voilà, un footballeur, il est voilà, un footballeur, Mbappé, bah, il est populaire, hein. Donc à partir de là, essayer de je pense que c'est le fait de l'approcher et un peu, quand on le photographie, on prend un peu d'image de lui. On est des fans, quoi. On est des fans. Alors nous, professionnels, on a une certaine retenue par rapport au sujet photographié, mais c'est sûr que, bah, voilà, on cristallise un moment qu'on fait une photo d'un sportif qu'on aime depuis des années, qu'on regarde à la télévision, et là, on l'approche, on l'immortalise sur un cliché, quoi. C'est ça, je pense que la vraie, mais ça, c'est aussi dans le cinéma, je pense que c'est la même chose dans le cinéma, mais comment on appelle ça? Le fait d'avoir un instant avec lui, on s'approprie un instant et on s'est dit: «Bon, on a capturé quelque chose que, je dirais, personne n'a», même s'il y a beaucoup de photos de ce sportif-là qu'on a voilà, il y a comment on appelle ça? Une relation avec le sujet photographié, quoi. Mmh. Mais c'est différent en moto parce que c'est une dimension plus spectaculaire qu'on peut atteindre d'ailleurs, mais il y a quand même plus de distance finalement. Là, tu parles de Mbappé, on peut être au bord du terrain, à un moment, on peut le croiser au bord de la pelouse. En moto, tu es souvent un peu loin de l'action et Ou tu dois anticiper un maximum et puis Non, mais pas choper du le tout. Alors spectaculaire, non? alors oui, bien sûr, on est loin pour faire des photos d'action, mais dans le paddock, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte,
quand je vais sur une course de moto, une course de voiture, c'est exactement la même chose, hein. C'est que, il y a un paddock, OK, on arrive sur le paddock, on côtoie le sportif, hein, donc le pilote, bon. Le paddock, c'est la zone un peu. C'est quoi? C'est les stands? Alors voilà, C'est là c'est où ça. tout le monde se mélange? Le paddock, vous avez le paddock et donc il y a des stands et vous avez une pit lane où là, les motos partent pour aller sur la piste et à partir de là, les photographes professionnels comme moi, on a accès et là, on voit les pilotes avec leur casque, sans leur casque, on leur voit discuter avec leurs mécaniciens et donc il y a une proximité avec eux. Alors plus ou moins suivant les pilotes, ou des fois on a accès à l'intérieur du stand, ou des fois c'est interdit d'aller dans le stand. Alors en MotoGP, qui est le summum de la moto, c'est plutôt interdit d'aller dans les stands. Maintenant, moi, j'ai des accès, je peux rentrer dans certains stands, dans d'autres non. Le parrain de la photo de moto. Non, le parrain, faut rien exagérer. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une proximité et à partir de là, effectivement, quand ils se mettent sur la piste pour faire leur séance chrono, là, effectivement, il y a une distance, je dirais, de sécurité, tout simplement, quoi. Comme en Formule 1, comme dans beaucoup de sports, quoi. Il y a un truc qui est cool quand même avec la photo de sport de moto ou de voiture, enfin de sport motorisé, d'une manière générale. Les courses, j'entends, contrairement à d'autres sports, c'est que vous avez la chance, vous, en tant que photographe, d'avoir accès à quelque chose qui est répétitif. Donc, si jamais vous vous foirez sur le premier tour ou sur le deuxième, il y a encore d'autres opportunités pour pouvoir saisir une action. Non, pas du tout. Ah bon? Bah non. Bah, si tu as un départ et tu as un crash au Oui, départ, non, mais ok, mais... tu as les principaux concurrents qui, justement, j'imagine plutôt le côté adrénaline, mais peut-être c'est intéressant, tu vois, les points de vue quand on connaît pas très bien ces sports-là, les sports mécaniques. Alors, explique-nous pourquoi. Il doit y avoir une sacrée adrénaline non, parce dès le que départ. Hein. alors dans un reportage photographique de sport mécanique, bon, il y a plusieurs phases. Il y a la course, effectivement, Ouais. qui là, on n'a pas. Il y a une bagarre entre deux pilotes. Elle va durer peut-être. Si on a la chance qu'elle dure pendant 5 tours, c'est très bien. On a 5 fois de chance de faire des photos. Mais si elle dure un tour, ou même juste un seul virage, et qu'on n'est pas au bon virage, là, on va pas leur demander de refaire un autre tour pour se bagarrer. Après, voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu connais les virages où il y a un dépassement possible, déjà, par exemple. Mais bien sûr, Parce mais bien qu'il sûr. y a des dépassements parfois tout à fait. impossibles. Donc, Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sûr que par rapport à la Formule 1, la moto se dépasse. Physiquement, c'est beaucoup plus facile pour se déplacer. Maintenant, effectivement, je revenais à ce que tu disais, que si on se loupe sur un virage, on peut recommencer. Ça peut effectivement se jouer sur des essais qualifs où effectivement, il passe en boucle devant. Alors, il y a aussi, on en reparlait aussi tout à l'heure, c'est l'attitude du motard, du pilote sur la moto. Et c'est là toute la difficulté, c'est d'avoir une photo qui donne envie. On peut imaginer, je dirais, le regard sous le casque, avec l'énergie qu'il peut mettre dans un essai chrono, par exemple. Et ça, il faut que ça transpire. Je parle beaucoup de transpiration, mais Non, mais on comprend ce que tu dis. voilà, c'est dans l'action. Dans l'action, on le sent. Une moto qui passe comme ça, bêtement sur le circuit, bon, voilà, on fait une photo, elle est belle, elle est bien cadrée, mais on ressent rien, quoi. Par contre, beaucoup d'angles, le coude qui va frotter par terre, le regard ou le regard qu'on peut imaginer très lointain, ou vraiment là c'est beau, là, ça c'est beau. Là, tout à l'heure, tu parlais de Mbappé en football. Il y a des joueurs qui ont des conduites de balle très particulières. Zidane on le reconnaissait de très loin. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont des attitudes, du coup, aussi, qui leur sont propres? Des positions de corps, des attitudes photogéniques. Mais carrément, ouais. mais carrément, justement. C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur une moto, que ce soit un pilote professionnel de Grand Prix ou même lambda, chacun a sa position sur la moto. Et il y a des pilotes qui sont photogéniques, mais c'est incroyable. Comme Marc Marquez, par exemple, l'Espagnol, qui a été 8 fois champion du monde. Il a une position sur la moto, mais c'est juste incroyable. Il a un angle hallucinant et c'est un vrai plaisir de faire des photos de ce pilote-là parce que Quand tu dis angle, tu veux dire l'angle auquel il se couche? oui, pour faire un exactement, virage, dans c'est un ça? virage où en fin de compte c'est le bout du guidon le plus près du sol, quoi, voilà. Ah ouais. Et il y a dans certains virages, dans certains circuits, sur certains circuits, le guidon il est à 10 cm du sol. Alors, en photo de moto, comme dans d'autres sports, hein, évidemment, l'une des clés
de la réussite d'un cliché, c'est l'anticipation de l'action. On vous propose d'écouter le témoignage de la photographe Corinne Dubreuil, qui, elle, est spécialisée dans le tennis. Elle nous explique pourquoi il est primordial, et on l'a déjà un peu ressenti dans la manière dont tu parles de ton sport, il est primordial de bien comprendre et connaître le sport pour bien réussir à le photographier. Pour moi, c'est la base. Si vraiment tu veux photographier, correctement et sortir des images différentes de celles qu'on peut voir, un peu partout, il faut connaître parfaitement le sport, parfaitement les sportifs que tu photographies et savoir anticiper ce qui va se passer, que ce soit dans un moment, d'euphorie ou inversement dans un moment un peu, de détresse pour, certains joueurs. Savoir, où tu dois aller par rapport, tu sais, en tennis, comme dans pas mal de sports, mais en sport individuel, c'est beaucoup plus présent. Les joueurs ont des box avec leur famille, leur coach, etc. Et allez, 99 fois sur 100, j'exagère peut-être, il va se retourner vers cette box et avoir des émotions de joie, de détresse, etc. Et cet endroit-là, être dans cet axe entre le joueur et être derrière la loge, pour moi, c'est un endroit à ne jamais négliger et si tu peux être par là, c'est pas mal. Je pense que tu captes vraiment les bonnes émotions. Voilà, ça c'est pour moi, c'est la base et évidemment connaître le sport, c'est-à-dire les règles du sport. Tu sais, des fois, tu vois des gens débarquer, ils savent pas qu'à 3 jeux, tu rentres sur le terrain et après c'est tous les 2 jeux. Enfin bon bref, connaître les règles et connaître le sport et les sportifs, c'est la base. Donc l'émotion, je t'ai un peu dit, je vais privilégier un peu, être dans l'axe du joueur par rapport à son clan et pour l'action, c'est un peu différent. Je vais utiliser, au mieux, mon environnement, c'est-à-dire le stade dans lequel je vais être. Tu imagines qu'en sport comme dans toute autre, discipline, les stades ne se ressemblent pas forcément, mais en gros, tu as un court de tennis avec des gradins et puis tu peux monter en hauteur, tu peux être au ras du sol et cetera et donc moi, j'aime bien la lumière, j'aime bien les ombres, j'aime bien les contre-jours, tout ça. Donc, selon ce que je vais vouloir faire ou selon le moment du match, je vais bouger comme ça dans le stade et jamais dans un match, je reste au même endroit. C'est là, je te parle des matchs un peu importants, pas quand tu dois faire 25 matchs dans une journée, mais quand tu approches, tu vois, des quarts de finale ou ce genre de match un peu long où tu as plus de temps, où tu peux rester plus longtemps et varier les images. Par exemple, sur une balle de match, selon le joueur, selon ses habitudes aussi de joie, de célébration, je vais anticiper, me dire, tiens, bah, lui, je sais qu'il va peut-être s'écrouler, ou il va se mettre à genoux, ou il va prendre sa tête entre ses mains. Donc tout ça, je vais essayer de l'anticiper et je vais aussi me positionner par rapport à ça. Et la lumière, qui est d'une importance presque aussi importante que le joueur lui-même. Donc voilà, on joue avec le stade, les joueurs, la lumière. C'est tout tas d'éléments qui font l'harmonie d'une photo. Bon, bah, elle raconte beaucoup de choses, hein, Corinne, dans son témoignage. La clé, David, hein, pour le sport, c'est la lecture de la scène et l'anticipation des choses. Ah mais tout à fait, il y a rien à dire d'autre, c'est exactement ça. Sauf que bon, nous, on est peut-être il y a peut-être pas le même axe, mais c'est exactement ça. C'est que voilà, une victoire, le victoire d'un pilote, bah, faut l'anticiper, il faut savoir où il va passer, faut savoir où est-ce il va aller rejoindre ses proches et justement pour fêter sa victoire. Alors c'est un peu facile pour nous parce que nous on connaît déjà ce qui va se passer donc et puis on connaît souvent des fois on connaît un peu la famille des fois aussi c'est souvent ça surtout pour les pilotes français, les pilotes un peu étrangers on connaît un peu moins mais pour nos 2 champions français qui sont Fabio Quartararo et Johan Zarco, bon on connaît un peu la famille, hein, on connaît les proches et donc à partir de là s'il y a une course où ils sont en je dirais en bonne place avec un bon résultat, ils vont aller d'office voir ces gens-là, leur équipe. Donc effectivement, comme disait la photographe là, bah, on anticipe, on regarde la lumière, on prépare les objectifs, le grand angle, le télé, on va le voir quoi, tout Et simplement. dans son témoignage, Corinne Dubreuil, elle parle aussi de gens qui n'ont pas forcément les codes, qui débarquent parfois sur des événements et qui ne sont pas rompus
au code. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas forcément le sport, ils ne connaissent pas forcément les consignes données aux photographes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes beaucoup d'ailleurs sur les événements? Vous êtes nombreux en tant Voilà. que photographe accrédité? Là, on part dans un autre domaine. On part dans un autre domaine, effectivement. Il faut connaître les codes, hein. Alors après, ça s'apprend, les codes, hein, ça s'apprend. Maintenant, c'est sûr qu'avec avec le nombre de gens, parce que, comme on disait, c'est que c'est quand même c'est une photo, c'est de la photo quand même qui est populaire. Donc, les gens aiment bien venir des amateurs, je dirais, des amateurs avertis, viennent sur les courses, ont droit. Comment ils font, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le droit de venir sur les événements. En tennis ou dans d'autres sports, je ne sais pas comment ça marche, mais en moto, ils, ils arrivent à avoir des accréditations. Comment? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir, mais effectivement, on se retrouve des fois avec des photographes amateurs qui n'ont pas les codes et qui nous gênent un petit peu, quoi. Ça joue des coudes un peu, comme en photo de Ah mais concert. mais énormément, énormément. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, tout est arrêté du jour au lendemain, quasiment dans le monde entier. Donc, là, on repart sur des bases et effectivement, on se retrouve quand même sur les courses dans ma catégorie, dans mon milieu, avec quand même beaucoup de professionnels. Il y a moins d'amateurs. Maintenant, les amateurs, moi, je crache pas sur les amateurs parce que déjà, c'est eux qui nous font rire un peu, surtout. Et puis, il y a des amateurs qui sont très, très bons. Il y a des amateurs qui sont même mieux que des professionnels. Ils n'ont pas le statut de professionnel, mais il y a des amateurs qui savent respecter les professionnels, qui font des photos juste magnifiques. Mais bon, voilà, après, les codes, ils les apprennent au fur et à mesure, mais ils n'entravent pas notre travail, quoi. David, il y a une question que moi je me suis un peu toujours posée. Toi, en tant que photographe professionnel, quand tu veux photographier une action, alors on parlait de virage un peu tout à l'heure, est-ce que tu suis le sujet avec ton viseur ou tu vises directement l'endroit où la scène va arriver parce que tu sais que ça va arriver là? Alors, je dirais qu'avec, bon, moi, je suis un ancien photographe, hein, donc j'ai connu la photo avec le manuel. J'ai commencé la photo avec, la mise au point manuelle. Alors ce que tu disais, c'est qu'effectivement, à l'époque, avec des grands téléobjectifs en manuel et il y avait pas d'autofocus, on faisait un point sur un endroit sur la piste et on attendait que la moto passe pour avoir la moto nette. Aujourd'hui, ce qui est complètement avec l'autofocus, on suit. Donc non, non, alors je sais que ça à un endroit bien précis, c'est là que l'action va être je dirais la plus photogénique. Mmh. Maintenant, je vais suivre je Ok. vais suivre le sujet avec l'autofocus et appuyer, je dirais, juste un peu avant et relâcher le bouton un peu après pour avoir vraiment comment on appelle ça, le point net sur le pilote, quoi. Et tu parlais tout à l'heure, tu prépares tes optiques grand angle, tes télés, donc ça veut dire que tu as tout le temps les deux en même temps Tout à avec fait. toi? Et tu varies les cadrages sur une même scène ou enfin, tu jongles entre l'un et l'autre en permanence ou Oui, oui, je jongle. Alors, même, on pourrait dire, même sur la piste, c'est à 95%, c'est du téléobjectif, hein. On part du 500-600 millimètres. OK. À partir de là, il peut y avoir, j'ai toujours un grand angle dans ma veste, un 200 millimètres, par exemple. Et puis, suivant les nuages, par exemple, je peux utiliser une action avec un peu plus large, avec où on voit je dirais, entre parenthèses, le paysage. Mais voilà, s'il y a une belle lumière, je peux passer d'un objectif à l'autre. Et du coup, quand tu photographies, est-ce que tu es de la team? Parce que moi, j'ai des images de photos de moto en tête, des images mentales avec des cadrages hyper précis, gros plan sur la moto en plein virage. Ça, c'est à la prise de vue ou quand tu photographies sur le terrain, tu te laisses une petite marge de sécu au niveau de la focale pour pouvoir recadrer pile poil comme tu veux en post-prod? Alors, encore une fois, moi, je viens de l'argentique, OK? Donc l'argentique, on cadrait pas trop. On faisait des diapos, il fallait que ça soit, faut que ça soit bien cadré, assez relativement serré. Donc à partir de là, j'ai conservé ce mode de cadrage. Maintenant, je dis pas que je recadre pas mes photos, je recadre mes photos, mais j'ai quand même je dirais, ce focus sur
la photo bien cadrée, où il y a Dès le pas, départ. voilà, dès le départ, pas trop devant, pas trop derrière, que ça soit. Et puis suivant aussi mes commandes, une photo recadrée, c'est moins de pixels, c'est moins de, je dirais, voilà, on recadre, c'est moins de définition, alors que quand c'est bien cadré, on a le maximum de définition dans l'image, quoi, tout simplement. Et est-ce que c'est parfois parce que tu dois fournir l'image très vite aussi, qu'elle soit directement Ah, exploitable en JPEG ou... mais exactement. Alors, justement, en parlant de ça, JPEG RAW, moi, j'utilise que le JPEG parce que sur les courses, sur une course, par exemple, la semaine prochaine, je vais sur les 24 heures du Mans. Alors, on a une équipe de 4, on est 2 photographes et 2 rédacteurs. On va être entre 30 et 35 000 photos dans la semaine. Ah ouais, ok. Donc, le RAW, je ne vous fais pas un dessin. Il faudrait que j'ai vraiment des disques durs énormes. Donc tu doubles jamais avec des RAW Ah non, pas ok. du tout, pas du Ah tout, ouais. pas du tout. J'utilise que le JPEG. Alors après, je peux utiliser le RAW si vraiment j'ai un shooting vraiment bien spécifique où voilà, je vais faire 4 ou 5 photos pour une pub où là Oui, effectivement mais c'est autre chose, c'est un autre exercice. c'est un autre Ouais. exercice, mais toujours dans la moto, hein, parce que je peux faire des publicités comme ça. Mais effectivement, sinon je travaille à 99,9% en JPEG. Ok. Bon, allez, on va rentrer un peu dans le concret et on va parler un petit peu matos. Et on va naturellement commencer par le boîtier. Alors, évidemment, hein, pour la photographie de sport, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions à prendre en compte au moment du choix de son appareil. Quand on parle sport, on pense naturellement à la rafale, à l'autofocus, on l'a déjà évoqué. Et en fait, sur ces 2 points, la révolution des appareils hybrides a permis de développer de nouvelles fonctions très efficaces pour le sport, mais pas que. On écoute Jackie Carré de Canon France nous expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs choses hein, sur les hybrides, c'est vraiment un changement fondamental. Hein. La première chose, c'est d'abord la visée électronique quand même, parce que pour un photographe de sport, par le passé, il utilisait un réflexe et lors de ses déplacements, il pouvait changer un peu les réglages. Et donc derrière, il avait parfois du déchet à la prise de vue en changeant de spot de photographie. La deuxième chose très importante, c'est les cadences de prise de vue, hyper élevées. Avant, il fallait vraiment un DX qui était à 14 voire 16 images sur le dernier, et maintenant sur un R3, on est à 30 images par seconde, et ça fait la différence. Avec l'obturation électronique, c'est juste un balayage du capteur. En plus, maintenant, avec capteur rétroéclairé empilé, donc on a une vitesse de lecture ultra rapide sans distorsion, et on peut augmenter les vitesses de prise de vue et de rafale à 30 images par seconde ou 40 images par seconde sur le R6, par exemple, Mark II. Et ça, c'est lié donc à la mécanique qui n'est plus présente et également aux puissances de calcul des digiques et des processeurs. Typiquement pour les sports comme le tennis, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir la balle toujours avec le joueur. Sur un DX, par exemple, ils avaient souvent 1 ou 2 photos. Sur un R3, ils vont avoir 4, 5, 6 photos qui seront exploitables, qui va lui permettre de faire la différence et d'aller faire la photo qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bien sûr, la troisième chose très, très importante et qui change également la donne pour le photographe de sport, c'est la qualité de l'autofocus. Ça, c'est une grosse différence. Sur un réflexe, on avait quand même beaucoup de collimateurs, mais on était relativement limité. En plus, comme le central était souvent plus rapide, plus sensible, il était souvent encore sur le central, le photographe. Là, avec l'hybride, il pose sa zone AF sur le R3, par exemple, et il va suivre sur toute la surface de l'image. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Quand on a une action, quel que soit le sport, il va pouvoir le suivre sur toute la surface de l'image. Tous les photographes que je croise, ils reviendront plus en arrière sur du réflexe. C'est vraiment un changement total de fonctionnement et ça apporte vraiment des nouveautés, mais qui changent la donne. C'est pas juste une petite technologie qui évolue, c'est un changement radical entre 2 mondes qui diffèrent, quoi. David, toi, tu bosses au R3, tu viens de l'un des X. C'est vraiment une révolution, l'hybride, pour toi, dans ta pratique de la photo de sport? Alors, une révolution, je dirais peut-être oui, il y a énormément de changements. Il y a vraiment révolution, je dirais pas une révolution parce que ça reste un capteur numérique, hein, voilà, c'est un capteur digital avec. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, comme parlait le monsieur de chez Canon, hein, voilà, on a des informations dans le viseur qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, par exemple, j'arrive à sélectionner déjà mes photos avant de les télécharger sur mon ordinateur, ok. Ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce que tu vois et ce que tu obtiens.
Voilà. comme on dit, hein, avec la visée électronique. Exactement. Et puis c'est surtout, c'est que bon, on peut voir si la photo est nette. Ok. Donc si la photo est nette, si la photo je dirais qu'elle est intéressante. Donc à partir de là, on peut déjà voir ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça c'est un gain de temps énorme. À partir de là, quand vous faites une sélection de photos, justement, comme j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est que vous faites une rafale. Dans la rafale, vous allez garder 1 ou 2 photos, hein, et avec le nombre de photos que moi je fais dans un week-end, faire déjà une présélection dans le viseur. Et dis-nous, pour nous mettre le tournis là un peu, là, combien tu fais de photos par week-end sur un événement? Ça dépend. C'est une grosse épreuve. On est à en 35 000. Parce que tu disais, pour les 24 heures, ça va être un gros week-end. 35 000, c'est énorme. Hein, c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir que moi, parce que ça fait partie de mon travail, toutes les photos sont triées et sélectionnées. Oui, tu les tags. Enfin, comment tu fais d'ailleurs? Tu as un mémo vocal Non, pas du tout. Après, les gens, je les connais. Après, les pilotes, je les connais. Les teams, je les connais. Après, c'est des courses d'endurance. Donc, à partir de là, les courses d'endurance, il y a beaucoup de participants. On est entre 50 et 55 teams. Moi, en tant que photographe officiel du championnat, je dois avoir tous les pilotes. Et sur une course d'endurance, du fait qu'il y a un team avec 3 pilotes, on multiplie les photos par 3 à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de photos. Et le gros problème, je dirais le gros problème, c'est pas un gros problème, mais justement, c'est tout l'inverse d'un gros problème. Mais avec mon boîtier, tout est net. Oui, mais ça devient un problème. Sujet, très clairement, c'est où est la faille. Non, par contre, on parle du boîtier, on est sur du plein format. On avait tendance à penser, encore il y a quelques années, au moment du numérique, que le format le plus évident en sport, c'était la PSC, qui induisait un recadré qui permettait d'aller voir plus loin. À l'époque, les 7D chez Canon, aujourd'hui un R7 éventuellement. Pourquoi le choix du plein format en ce qui te concerne? Parce que déjà, on peut recadrer un peu dedans, comme on parlait. Et puis moi, qu'on soit bien d'accord, je suis pas un super technicien. Okay, moi, quand j'achète un boîtier, j'achète le boîtier pro, hein, parce que fiabilité, parce que tropicalisation, parce que voilà, c'est quand même du matériel qui souffre. C'est un outil de travail, quoi. Voilà, c'est un outil de travail, c'est un boîtier qui souffre physiquement, parce que il prend des billes partout. Et effectivement, je dirais entre le plein format et ce que vous appelez la PSC. Honnêtement, je ne connais même pas. Oui, toi, ce qui t'importe, c'est qu'il a un monobloc, quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. À partir de là, je travaille avec les outils que Canon me fournit, et à partir de là, c'est un plat format, quoi. Non, mais ça confirme la tendance que les pros sont souvent moins geeks que nous autres. Ça, mais tout à fait. C'est des outils. Il faut que ça soit fiable, il faut que ça marche, et il faut que ça marche tout le temps, quoi. Exact. Et alors, juste une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, avant l'hybride, moi, j'allais au magasin. Hein, je prenais un boîtier, il fallait que ça marche tout de suite. Ok, je rentrais un peu dans les menus, mais pas tellement. Mais avec l'arrivée de l'hybride, Canon m'a suggéré de dire, David, rentre dans le boîtier, regarde ce que tu peux faire. Ouvre le mode d'emploi, regarde un peu, on est là pour t'aider. Donc j'ai dit, heureusement que vous êtes là pour m'aider, parce que moi, voilà, je suis une chèvre, au niveau réglage. Et en fin de compte, avec les R5, je crois que c'est les R5, hein, le R5, j'ai commencé avec le R5 parce que je savais que de toute façon, le réflexe allait pas disparaître, c'est pas dire disparaître, mais bon, si, quand même, voilà, un peu. Petit à petit. Et donc, je me suis tout de suite mis à l'hybride, et j'ai tout de suite pivoté, en fin de compte. J'ai pas utilisé. T'as pas tâtonné. J'ai pas tâtonné. Et en fin de compte, je savais très bien que le R3 allait sortir. Un boîtier, je dirais monobloc, comme vous dites. Et puis il y a autre chose qui risque d'arriver. Voilà, il y a des choses qui vont arriver. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, tout de suite, aller dans un. Dès que Canon a sorti le R5, me dire, bon voilà, je vais m'habituer à le plus vite possible à cette technologie pour pouvoir être bon sur le R3. Et ça m'a et quand j'ai vu les réglages, alors ça a été difficile au début, hein, je vous cache pas que ça a été difficile au début, avec un petit peu de dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'achète un boîtier, c'est pas, et finalement en allant dedans, c'était encore mieux qu'avant, quoi. C'était vraiment mieux qu'avant. Et avec le R3,
je pense que le R3, du fait que c'est un boîtier pro monobloc un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des réglages déjà. Je pense qu'il y avait déjà des réglages de fait déjà. Donc quand je l'ai pris en main, j'ai fait allez, 4-5 réglages et le truc Et c'était boum. et boum, quoi. Hmm. Voilà. Bon, évidemment, hein, le R3, c'est un peu le Graal hein, pour tout amateur de photos de sport. Tout le monde ne peut pas s'offrir un appareil comme ça. Puis on n'est pas obligé non plus d'aller systématiquement chez Canon. Benjamin, peut-être, est-ce que tu aurais quelques petites recommandations de boîtiers plutôt bien nés pour cette pratique-là, un petit peu plus abordables, des alternatives? Il y en a plein, hein. Bah ouais. On va pas faire un guide d'achat, mais chez Canon, on peut citer le R7, on en a parlé tout à l'heure, qui est au format APS-C, qui sera beaucoup plus accessible, hein, sous la barre des 2000 €. Ouais. Faut pas oublier le micro 4 tiers quand on parle de petits capteurs Et avec là, des guillemets, le crop, hein. c'est 2 fois là. Et là, on multiplie par 2, mais un Lumix G9 qui commence à dater un petit peu fera encore l'affaire, ou l'OM1 chez OM System, c'est des super outils. Chez Fuji, il y a le X-T5 qui est sorti il n'y a pas longtemps. 40 millions de pixels, c'est beaucoup, mais il photographie très vite et longtemps. C'est un vrai que super boîtier. Fuji n'est pas spécialement réputé pour être spécialisé dans la photo d'action, quoi. Non, mais à tort. Et même plutôt que le X-T5, moi j'irais sur le X-H2S, qui est Ouais. un formidable outil, peut-être le meilleur APS-C à l'heure actuelle en termes de photo d'action. Et puis, bon, évidemment, après, parmi les hybrides plein format, on trouve le R6 Mark II chez Canon, très très polyvalent. Bel outil aussi, mais pas monobloc. Le Sony A7 IV, le Nikon Z6 II, le Lumix S5 Mark II, et puis au rayon des pros, on a cité le R3, il faut citer le Z9, Évidemment. qui fait l'impasse sur l'obturateur mécanique, et ça c'est assez unique sur le marché. Et le A1 Le Sony Alpha 1, évidemment, et ses 50 millions de pixels, qui va très vite aussi. Et l'Alpha 9 II, qui est un petit peu plus polyvalent, qui sera plutôt le concurrent direct du R3 avec une définition de 24 millions. Mais là aussi, il ne s'agit pas d'un monobloc. Et ça, c'est un critère que beaucoup de pros considèrent avec beaucoup d'attention. Bon, voilà pour les boîtiers. On va parler un peu d'optique, hein. Évidemment, maintenant, on est obligé. David, c'est quoi la focale ou peut-être même la plage de focale idéale pour être à l'aise, polyvalent en sport? Alors, quel sport? Dans mon sport à moi, naturellement, bah, ça va du 100 au 500. Voilà, on dirait. Ok. Voilà. Et justement, chez Canon, ils ont Ça sorti. tombe bien, oui. Voilà, exactement. Ils ont un 100-500 qui est vraiment qui est léger. Alors, l'ouverture, elle est un petit peu un limite. C'est ce qui est normal. C'est un Hein. sujet, ça, l'ouverture en photo de sport, parce qu'on se dit, on est dehors, il fait beau. Non, On peut éventuellement pousser les ISO au besoin. Non? Ouais, Bah, il ferme quand même à 7,1 à 500 mm. Non, mais sans forcément aller dans pas- ces ouvertures-là, mais se dire forcément qu'on a envie. Alors évidemment, on rêve tous d'avoir un super beau télé à 2.8, quoi, mais. Bah, aux 24 heures du Mans de nuit, c'est un peu- Non, mais c'est primordial l'ouverture. Ok. C'est primordial. Alors, ça dépend ce quand vous faites. Moi, je fais de l'extérieur ou je fais de l'intérieur. Donc, un 100-500 en intérieur à Bercy, par exemple. Je dis Bercy, ça va être un peu compliqué. Par contre, je vais utiliser plutôt un 70-200. Parce que Ok. déjà, je vais être plus près. Et puis ok. tu vas chercher le 2.8 Et, constant. et puis le 2.8 constant et voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que les ISO, ça, c'est comme votre On les pousse. on Hein. les pousse à fond. Ah, tu les pousses jusqu'où, toi, d'ailleurs, les ISO? Ah, mais je peux aller jusqu'à 6000, 6004, je peux largement. Hein. Alors, en intérieur, hein, naturellement, hein, mais en extérieur. Par contre, en extérieur, je vais utiliser, même quand il fait très très beau, 400. Ah oui, de toute façon, t'as pas 400. besoin d'aller au-delà, quoi. Oui, 400, mais je pourrais faire du 100, par exemple. Mais à partir de là, non, je fais du 400. Après, c'est sur pareil. Il y a la photo d'action sur le circuit, mais après, il y a les photos dans le stand. Et dans le stand, il y a moins de lumière. À partir de là, voilà, je dirais, mais bon, ma focale, c'est le 600 couvre à 4, hein, naturellement. Après, on va sur du 200, 70-200, et après du grand angle. Mais par contre, sur une épreuve où j'ai pas besoin d'aller, je veux que voilà, j'ai un petit week-end où j'ai pas beaucoup d'impératifs, je peux utiliser le 100-500, effectivement. Je regarde la météo et à partir de là, j'ai pas trop d'impératifs. Mais l'ouverture sur un 600 couvre à 4, c'est voilà, vous montez en vitesse et vous avez une profondeur de champ qui est limitée. Et justement, vous pouvez faire sortir le sujet avec la profondeur de champ.
Pour le portrait, tu n'utilises pas des optiques à grande ouverture. Il y a notamment un 85-1 C'est en gamme RF qui est extraordinaire. Il est extraordinaire. Alors je l'utilise aussi justement pour faire du portrait, pour faire des trucs un peu plus, je dirais, un peu plus close-up avec les pilotes. Voilà, je prends mon temps et effectivement je joue là-dessus. Mais il n'est pas léger, hein. Il est pas léger, mais pour l'utiliser de temps en temps, voilà, je pense que cette optique, elle fait partie des rares objets où en fait le poids, c'est pas le sujet. C'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel. Oui, mais le poids dans un avion, ça coûte cher. Le poids, le prix restent des sujets quand même. Après, franchement, quand tu vois à la fin les résultats, je suis d'accord que bon. Non, mais c'est sûr que là, le 85, je vais l'utiliser aux 24 heures du Mans. Pourquoi ? Tout simplement, je vais en voiture. Donc voilà, je peux prendre plus d'optique. Je vais prendre un studio, un studio photo que je vais installer sur place. Et après, voilà, c'est pas une optique que je vais utiliser tout le temps. Un studio photo, pardon, je t'interromps. Qu'est-ce que tu entends par là ? Tu prends des flashs aussi, Oui, tout à fait. Parce que bon, en tant que photographe officiel du championnat, là, c'est la première épreuve aux 24 heures du Mans. Donc à partir de là, j'ai les portraits officiels, les machins. Exactement, tous les pilotes. Le protocole. Le protocole qui va se faire bien en amont. La course en elle-même commence le samedi, du samedi au dimanche, mais l'amont, ça commence dès lundi. Dès lundi, je vais être sur le circuit. Je vais commencer mardi, mercredi, je vais commencer les portraits officiels. À partir de là, il va y avoir toutes les motos aussi à photographier. Donc là, il y a 2 studios qui vont être installés dans le paddock et durant les contrôles techniques, par exemple, les motos vont passer une par une et pour alimenter le site, voilà, tout simplement. Bon. Alors, pour faire quelques petites recommandations de produits, alors sans forcément aller sur ce magnifique 600 mm que tu as évoqué, mais dans des budgets un peu plus raisonnables et pour rester dans cette plage de focale, comme tu l'as expliqué, du 100 au 500 mm. Alors voilà, chez Canon, il y a ce fameux 100-500 mm, f4.5.6.7, il y a un 100-400 mm, f5.6.8, et il y a, je trouve, un assez intéressant 24-240 mm, f4.6.3, toutes ces optiques étant évidemment stabilisé et équipé d'une motorisation USM. Chez Nikon, on va trouver un 100-400 mm et un 24-200 mm. Chez Sony, le 200-600 mm, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, un 100-400 mm G-Master magnifique. Et puis, on va avoir des choses évidemment aussi en monture E chez Sigma, un 100-400, un 150-600, un 60-600 mm. Chez Tamron, un 150-500 mm ou même un 50-400 mm. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix et de possibilités. Et puis, bon, si on travaille en micro 4 tiers, il y a des choses aussi. Il y a un Lumix Leica DG Vario 100-400 mm qui est superbe, un M-Zuico 40-150 mm et un M-Zuico 100-400 mm. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, peu importe les montures, peu importe les marques, pour s'offrir une optique entre guillemets, je mets des gros guillemets, raisonnable, accessible et commencer à se faire plaisir en sport. Oui, puis n'oublions pas Fuji. N'oublions pas Fuji. Tout à l'heure. Vas-y. Ils ont un 150-600, donc qu'on peut multiplier par 1,5, c'est assez génial en APS-C. Bon. Alors maintenant qu'on est briefé et équipé, on va rentrer dans le concret et la technique. David, en photo de sport, donc les choses vont souvent très vite et c'est pas toujours évident de réussir à cadrer juste et de réussir sa mise au point. Donne-nous un peu ta recette secrète, les principaux réglages de ton boîtier, que ce soit au niveau de l'autofocus, de l'exposition, de la rafale, pour faire gagner du temps à nos auditeurs qui voudraient se lancer là-dedans et s'éviter de la frustration, de la déception. Ils vont en avoir beaucoup. Non, je rigole. Non, mais déjà priorité vitesse. Donc ça, ça paraît logique. C'est la logique. À partir de là, je dirais que mais quelle vitesse ça dépend l'angle. Ça dépend l'effet qu'on a envie de donner. Alors je dirais que par rapport aux anciens boîtiers, avec l'hybride, pour avoir le même résultat, on est obligé de monter un peu plus en vitesse. C'est mon constat. Déjà qu'entre l'argentique et le numérique, il y a eu un gros gap. Grosso modo, pour faire un petit peu de rappel, c'est qu'en argentique, sur une diapo, on pouvait figer une moto en action, je dirais vraiment figer. Allez, au 500e, on arrivait à la figer. Okay,
Aujourd'hui, alors est-ce que c'est la technique qui fait ça? Est-ce que c'est la stabilisation intégrée qui joue? Alors, je parle peut-être? pas, non, je parle pas de stabilisation parce que moi, j'utilise pas la stabilisation. Ah, tu la désactives? Alors, j'ai désactive, ce qui est pas. Alors, oui et non, oui et non, oui et non. Parce que moi, voilà, c'est que je viens de l'argentique. Donc, à partir de là, Oh, t'es un puriste. T'es un puriste. non, je suis pas un puriste. Non, je veux pas dire. Non, voilà, il y a un certain âge déjà. Donc, non, puriste, non, je dirais pas ça. Mais c'est vrai qu'on a des habitudes. J'ai travaillé pendant 10 ans en argentique. Donc, ces habitudes-là, on a du mal à les perdre. Et j'ai été obligé en partie de les perdre avec déjà l'argentique, le numérique déjà. Donc, ce que je faisais au 500e, je pouvais pas faire la même chose avec le digital. C'était pas possible. Ok. Donc, j'étais obligé de monter. Alors, j'ai doublé. À chaque fois, je doublais. Donc, ce que je faisais avec le 500e, je faisais au millième. Et là, je pense qu'avec l'hybride, on est repassé au-dessus. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On dirait, voilà, moi, je fais des photos au 2 millième pour vraiment bien figer l'action. C'est pas. C'est-à-dire que à une époque, travailler au 2 millième, c'était, voilà, on voulait être sûr d'avoir la photo nette et justement d'avoir une chose un peu qui est un peu, qu'on voit un peu l'action. Non, simplement avoir les roues figées, par exemple. Quand vous faites une moto On peut avoir la moto nette, mais les roues floues. et roues floues, exactement. Ça, c'est la vitesse, tout simplement. Hein. Donc, plus vous baissez, alors il faut trouver le bon compromis entre la vitesse un peu haute et puis pas avoir comment on appelle ça, les roues nettes, quoi, par exemple. On va faire des essais. Voilà, c'est comme les pales des hélices sur les hélicos. Un ce genre de choses. 500e, un millième, un 2 millième. C'est exactement quoi. ça. Alors en plus, encore, quand vous êtes une moto, quand l'amateur, je veux dire, quand voilà, un amateur averti a envie de photographier son copain sur une moto, par exemple, il va monter en vitesse en disant, là, comme ça, je suis sûr d'avoir la moto nette. Par contre, il y a des striures sur un pneu. Ils vont être nets aussi. Ouais. Donc à partir de là, il va dire il faut trouver le bon compromis. Mais par contre, juste pour exemple, effectivement, entre, je dirais, l'hybride, entre voilà, l'hybride, faut quand même monter un petit peu en vitesse. Et à partir de là, suivant l'angle, vous jugez. Et en plus, on peut regarder dans le boîtier, donc c'est encore mieux. Hein. Ok. Donc, un 500e, un millième en mode priorité à la vitesse. Oui, Tu tout l'as à dit fait. tout à l'heure, à peu près 400 ISO en C'est extérieur plein jour. Mm. Donc, du coup, ta variable d'ajustement, c'est l'ouverture qui est gérée par le boîtier. La rafale maintenant, parce qu'on voilà, hein, il existe maintenant des appareils, même pas forcément professionnels, qui ont des cadences d'acquisition en rafale jusqu'à, je crois, 60 images par seconde, si je dis pas de bêtises. Benjamin, on l'a déjà dit à ces micros. En rafale, on se met au max ou je sais pas, on se met à 10 ou on se met à 15 Comment on fait? Dans une semaine, la semaine prochaine, je vais faire 35 000 photos. Donc, je ne vais pas me mettre au max. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Je ne vais pas me mettre au max parce que déjà, alors, moi, je vais utiliser. Alors ça va. La condition où je vais me mettre au max, c'est un départ. Ok. Un départ, parce qu'il peut y avoir une chute. Il peut y avoir un fait de course qui va faire que je vais vouloir avoir l'action de A à Z. Effectivement, après, je vais quand même réduire parce que tout simplement, parce que c'est bien de faire des. Alors, c'est très bien, hein, la cadence moteur, c'est extraordinaire. Ce que produit les marques d'appareils photo, c'est juste hallucinant. Maintenant, faut savoir qu'il faut trier derrière. Et plus vous faites de photos, et plus c'est long. Et voilà. Donc, moi, je me mets pas au maximum. Je fais de la rafale, hein, qu'on soit bien d'accord. Je fais de la rafale parce qu'il faut quand même capter une émotion, et puis des fois, avant le virage, il y a pas. Pendant le virage, il y a, et après, il y a pas. Donc, faut quand même utiliser une certaine rafale, mais pas le maximum. Je vais pas utiliser le maximum. Oui, puis il faut être très vigilant sur un aspect, c'est qu'on parle de ces rafales superlatives maximales qu'on obtient en obturation électronique. Oui. Donc là, c'est un point un petit peu technique, mais qui peut engendrer des déformations sur l'image, notamment sur des sujets aussi rapides que des motos, notamment si on est en position latérale par rapport au sujet qui va se déplacer et qu'on balaye. Pour faire un filet, on en parlera plus tard. Là, il faut faire très attention parce qu'on peut
avoir des déformations qui, du coup, seront rédhibitoires, qu'on ne pourra pas corriger. Ce qu'on puis- appelle le rolling shutter. Et puis il y a des notions de buffer, de taille de carte mémoire qui rentrent en compte mécaniquement aussi. Hein. Complètement. Et ça, c'est vrai que sur les On n'a pas les boîtiers, mêmes performances en RAW plus JPEG qu'en JPEG que en RAW, que machin, enfin et sur la durée quoi. Et selon le type de carte dont on dispose. C'est Ouais. pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais plutôt du XH2S en photo d'action que Ouais. du XT5 chez Fuji, parce que le XH2S a un compartiment pour les CF Express type B, qui sont des cartes bien plus endurantes et rapides, et qui permettent d'avoir une mémoire tampon plus large, tout simplement. Excusez-moi, mais c'est vraiment primordial ça, hein, d'avoir une carte, effectivement, la mémoire tampon. Moi, je l'ai subi au début, je l'ai subi parce que avec l'hybride, j'ai acheté, comme tout le monde, quand on voit le prix des cartes, Ça refroidit ça, un ça- peu. ça Hein. refroidit un peu, effectivement. On est à 200, 300, 400 euros des 256. Alors peut-être que ça a peut-être baissé, mais c'est vrai que Pas sûr. Non. c'est un peu compliqué et surtout ne pas acheter des cartes qui sont, je dirais, alors après, il y a des fois 10, des fois 14, des fois 1000. Je sais pas. Moi, je suis les conseils du fabricant Canon qui me dit, faut acheter cette carte. Justement parce que sinon, il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage, et ça m'est arrivé, au début, ça m'est arrivé fréquemment d'avoir un blocage. Rien de plus Alors, frustrant que d'être bloqué au milieu d'une c'est action. pas frustrant. Ça peut, dans mon cas, ça. Oui, c'est un problème quoi. C'est Bah, clairement. j'ai un problème de boîtier parce que j'ai pris le boîtier, je l'ai mis contre le mur. Donc c'est réglé l'histoire. Donc voilà. Je l'ai pris le boîtier, je l'ai mis contre le mur. Voilà. Donc le lendemain, j'étais racheté un autre. Tout simplement parce que vous êtes. C'est pas ça, c'est que vous avez. Légèrement nerveux, David. Un avec petit ses peu, boîtiers. surtout. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que vous êtes dans une conférence de presse, il y a une remise de médaille. Ouais, et tu manques la photo et du coup, tu n'as pas Et fait ton travail. on fait comment? Voilà, tout simplement. Bon, maintenant le sujet le plus délicat en réglage boîtier sur de la photo de sport, l'autofocus. David, on t'écoute. L'autofocus, il va être très simple. J'utilise l'autofocus. Je crois que tu allais nous dire que tu restais en mise au point manuel. On a prévu 25 minutes sur l'autofocus quand même. Alors, non, l'autofocus, c'est maintenant sur les nouveaux boîtiers, c'est extraordinaire. Alors, sur le R3, il y a un stabilisateur à l'intérieur que j'utilise. Celui-là, tu ne le désactives pas. Alors, je ne désactive pas. C'est celui de l'optique, Voilà, alors. c'est l'optique. Je n'utilise pas du tout le stabilisateur d'optique. Je travaille à 80% en autofocus, mais je travaille aussi en manuel. En manuel parce C'est un puriste. Non, j'utilise parce que voilà, c'est toujours pareil. Par exemple, sur de la longue focale, sur les circuits, vous avez des brumes de chaleur. Ouais. Ok. La brume de chaleur, ça foire la F quoi. Ça foire la F. Ça foire pas vraiment, mais il n'y a pas le piqué qu'on peut avoir. Et vous travaillez en manuel, ça n'a rien à voir. Alors, en plus, pour le tri des photos, c'est encore plus facile parce que là, vous faites un point vous faites votre point où vous voulez faire le point, tout simplement. Et là, vous avez du flou, net et flou. Donc là, pour le tri, c'est encore plus facile. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une action s'il y a peut-être une possibilité de chute ou un truc comme ça, on va pas utiliser le manuel, c'est évident parce qu'on veut avoir l'action sur toute la section. Mais l'autofocus, je dirais que en plus avec l'hybride, on se balade partout, on se balade au coin du feu, non, c'est pas au coin du feu, mais au coin à droite, au coin à gauche, on va partout quoi dans le capteur. Donc ça c'est extraordinaire. Mais voilà, je vais utiliser l'autofocus en permanence. Maintenant pas le stabilisateur de l'optique. Mais sur la mise au point manuelle, tu t'y prends comment concrètement? Tu te sers de la loupe? Tu fais confiance à ce qu'on appelle le focus picking, ces espèces de liserés de couleurs qui apparaissent dans le viseur qui te permettent de visualiser la zone de netteté? Comment tu fais? Il a un mètre. Il va jusque là où ça passe. Alors, il y a deux fonctions. C'est soit je me mets en one shot, c'est-à-dire que je vais faire le point et je vais rester légèrement appuyé pour garder le point. Ouais. Sachant que la moto va arriver 3 secondes ou 4 secondes avant, bref, peu importe. Voilà. Ou soit je vais carrément me faire le point et désactiver l'autofocus, tout simplement. Voilà. Bon. Et ces technologies quand même de détection, reconnaissance et suivi de sujets qui sont arrivés, évidemment, avec les hybrides et qui sont présentes sur le R3. J'imagine que tu as quand même un peu testé ces technologies-là. Ça marche bien? C'est efficace?
C'est efficace. C'est efficace dans les stands, c'est vraiment très très efficace, surtout au grand angle, Ouais. où vous avez, voilà, vous avez un pilote qui est assis et puis d'un seul coup il va voir son mécano, donc voilà, ça suit, mais ça suit, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais pas l'utiliser moi pour l'action. Ok. Je vais pas l'utiliser par l'action parce que encore une fois, je viens de l'ancien monde, donc à partir de là, j'ai déjà toutes les bases. Et puis c'est que euh, il y a quand même ça suit, hein, il n'y a aucun problème, ça suit. Maintenant, moi, je veux vraiment, il y a une certaine sécurité que l'autofocus, il se barre pas dans le champ à côté, quoi. Voilà, Mhm. surtout dans les grands. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur, toi, J'ai de pas toute le droit. façon. Et il m'est arrivé un exemple, au Grand Prix de France il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Alors, c'était pas un hybride naturellement, mais voilà, il y a une chute, un high side, on appelle ça high side, c'est-à-dire que voilà, à la sortie d'un virage, le pilote monte en l'air est catapulté de la moto. J'avais le focus sur la moto, donc au début, parfait, nickel. Sauf qu'à un moment, le pilote, il est monté, il a été éjecté de la moto. L'autofocus, il est resté au milieu, entre la moto et le pilote. Donc, il est parti dans l'herbe, parce qu'il a quand même une réactivité autofocus qui est assez extraordinaire. Et je dirais, la photo la plus intéressante, elle était floue, quoi. Ah oui, alors que si tu avais utilisé les réglages prédéfinis, par exemple les cases AF dans le menu, ou la reconnaissance Peut-être. de véhicules, par exemple la moto, Mm. effectivement, il aurait peut-être identifié, il aurait fait la mise au point sur le Et- casque, probablement. exactement. Mais le souci qu'il y a aussi, c'est qu'en fin de compte, à un moment, c'est-à-dire que, et ça, je m'en suis aperçu justement pour je dirais, rentrer dans la définition du boîtier, dans les réglages, c'est que il y a beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a la plage, elle est tellement énorme de réglages, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est que voilà, faut passer d'un réglage à l'autre. Et ça, je le vois par exemple pour le flash, par exemple. Alors, peut-être que c'est peut-être pas le moment, mais Petit encart flash. voilà, petit Ouais, c'est encart flash. intéressant. Parce que moi, je travaille en électronique, en Ouais. rideau électronique. Et avec le flash, comment on fait? Donc, il faut repasser en manuel. Il Hmm. faut repasser en mécanique, pas en Ouais, manuel, mais en opérateur mécanique. mécanique, ouais. Donc, ça c'est encore des choses. Et quand on est dans le speed, quand on est dans le speed, alors des fois j'ai naturellement plusieurs boîtiers, hein, qu'on soit bien d'accord. J'utilise pas un boîtier où je mets des optiques, donc j'ai une panel d'optiques qui a sur chacun des boîtiers, et justement il y a des réglages différents suivant les boîtiers. Mais dans le mode d'emploi du R3, tu pourras voir que tu peux personnaliser plusieurs configurations, Mais des modes, c'est et tu pourras passer rapidement de l'une à l'autre. Non, Bien mais sûr. par contre, on comprend que tu as une utilisation entre guillemets à l'ancienne, c'est juste que tu as des habitudes et tu les retrouves sur le R3, mais tu te sers quand même du mode iServo. On parle Mais de bien sûr, réglage AF, on est bien d'accord. sûr, Ouais. mais bien sûr. Là, mais c'est 80. L'équivalent chez les concurrents, c'est AFC, hein, Ah, autofocus continu. peut-être. Oh, je connais pas. Mais iServo chez Canon. Mais voilà, donc non, mais bien sûr, l'autofocus, je l'utilise à 80, je dirais 90%. Faut pas, c'est obligatoire. Maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment, je dirais, peaufiner les réglages, le manuel, c'est bien. Alors, un exemple, hein, sur le 85 mm, alors par contre, j'utilise que le manuel. Hmm, hmm. Bon, on commence à s'approcher de la fin, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, hein, parce que s'il y a bien un effet en photo de sport qui fait rêver, c'est celui du filet. Mais obtenir une bonne photo d'action avec un filet réussi, c'est pas super simple. C'est pas super simple à faire. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, photographe sportif et animalier spécialisé dans les compétitions de ski, nous donner sa recette miracle pour un filet parfait. Et David, on écoutera la tienne juste après. Alors, pour donner de la puissance à une photo, on a plusieurs solutions. On a soit une photo de face avec un gros télé, comme j'expliquais, qui est très séparé, etc. Soit on a ces photos de profil où il faut descendre notre vitesse d'obturation pour pouvoir avoir justement un effet de vitesse, un effet de mouvement qui n'existe qu'avec des vitesses d'obturation qui sont très lentes. Donc, se placer de profil par rapport au sujet, bien entendu, parce que c'est un des seuls moyens de lui donner de la vitesse. De face, on n'arrivera pas du tout à avoir cet effet-là. Ensuite, descendre notre vitesse d'obturation. Donc, il faut arriver sur des vitesses. Tout dépend de la distance du sujet.
Si le sujet est très loin, on a besoin d'une vitesse d'obturation qui peut être un peu plus lente. Si le sujet est très près, il faudra quand même une vitesse d'obturation, j'appelle un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'on est à partir du 125e jusqu'au 60, 40, 30 en fonction de l'effet qu'on veut donner à la photo. Après, il va y avoir un problème de stabilisation. Il va falloir trouver quelque chose pour stabiliser notre prise de vue. Donc en fait, il faut vraiment aller à la même vitesse que le sujet quand on le prend en photo, de façon à ce que notre point et la mise au point soient vraiment sur le sujet, qu'on soit à la même vitesse que lui. Et donc, avec une vitesse lente, on va donner cet effet de filet, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce flou directionnel qui va donner de l'ampleur à la photo et qui va lui permettre d'exprimer le mouvement, en gros. Bon, le filet, hein, c'est de l'artisanat, c'est un tour de main. David, toi, tu arrives du premier coup à chaque fois? Ah non, pas du tout. Non, mais après, il y a beaucoup de déchets, hein, et je vais rejoindre ce que l'autre photographe a dit, hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, c'est une alchimie entre le sujet photographié, la distance. Maintenant, c'est toujours pareil. Grâce à l'hybride, on peut voir le résultat direct, ce qui n'était pas le cas avec l'argentique. Maintenant, voilà, on t'attend, on va partir à partir d'une base du 125e, 60e, ok. Et suivant la rapidité, voilà, faut juger. Maintenant, dans le ski, moi, je n'ai jamais fait de photo de ski. Par contre, dans la moto, le problématique qu'il y a, c'est les vibrations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez alors un skieur alors, je pense que le skieur aussi, quand il a les skis sur la neige, il y a des vibrations aussi, hein. Donc, il y a des vibrations, je dirais, latéralement, mais aussi dans le sens de voilà, La verticale. vertical, quoi. Et en moto, ça joue vachement. Donc, à partir de là, on essaye de voilà, on va commencer avec une certaine vitesse. Alors, pareil, ils vont passer plusieurs fois devant nous. En ski, c'est peut-être pas le cas, mais donc faut peut-être moins assurer une photo avec une vitesse, avoir cet effet-là, mais avec une vitesse un petit peu plus élevée. Voilà, quitte à retravailler un petit peu l'image. Par contre, en moto, ils vont passer plusieurs fois devant nous, donc on va faire un tour au 60e, on va descendre peut-être au 30e. Alors après, au 30e, ça commence à devenir, là, c'est devenu, Ouais, c'est un problème de photographe après. ah oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est la prise en main, et suivant aussi l'optique, hein. L'optique, elle joue beaucoup là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment, c'est une alchimie entre tout. Maintenant, on peut assurer des filets avec du 250e, hein, aussi, hein, voilà. Puis il y a aussi ce qui est très très important, c'est le fond. Ah ben Le voilà, fond. c'était la question que je voulais, parce qu'il faut qu'il se détache. Il faut le que ça filet. se détache du Exactement. fond, et puis il faut que le fond soit photogénique aussi. Moins dans les Exactement. couleurs, quoi. Voilà, exactement. Par contre, souvent sur les circuits, vous avez des pubs, vous avez des trucs comme ça qui sont vraiment pas, c'est pas joli, hein. Ouais. Bah justement, le filet sert à les masquer du coup. Bah Donc oui. Rendre un fond qui est pas photogénique, le Tout à fait. rendre exploitable en fait. Tout à fait. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est quand même, vous avez des fonds qui sont vraiment omniprésents avec des couleurs qui pètent. Donc les masquer, ça va être très très compliqué, hein. Voilà, c'est plutôt du Photoshop là, hein. Mais effectivement, après, voilà, toujours l'exemple du ski. Moi, voilà, je regarde le ski à la télévision. Il y a des arbres, il y a des choses comme ça. Donc à partir de là, il y a une certaine matière qu'il y a en fond, qui va avec des couleurs, qui va accentuer l'effet. Il va vraiment accentuer l'effet. Donc ça c'est bien aussi. Ça, faut jouer aussi là-dessus, quoi. Parce qu'il peut y avoir une vitesse un peu plus élevée qui est pas généralement considérée comme une vitesse pour faire ce genre d'effet-là. Maintenant, avec le fond, ça peut jouer aussi là-dessus. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé tant de choses avec nous. J'ai appris beaucoup de choses, surtout au Mais début. nous aussi. Ah bah moi aussi, hein. Nous aussi, on a appris beaucoup de choses. Je suis avec toi. plus vélo que moto, mais ça me donne envie d'aller faire de la photo autour des circuits. Avec plaisir. Allez, je mets un terme à cette discussion et on attaque le débrief.
Nous sommes toujours avec le photographe David Grégondo pour parler photo de sport. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors David, si on devait essayer de résumer succinctement tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, c'est quoi une bonne photo de sport ? C'est un cadrage, une lumière, le sujet photographié, hein, ça dépend voilà, de l'intérêt. Mais il y a comment on appelle, voilà, c'est ça, c'est je dirais, c'est le global de tout, quoi. La lumière, l'intérêt de la photo, le sujet photographié, c'est tout, quoi. On n'a pas parlé de météo pendant l'émission. Est-ce que la Ah. pluie, c'est quelque chose que tu attends parfois, que tu redoutes ? Qu'on redoute toujours, hein, parce que c'est vrai que c'est-à-dire que la pluie en moto, c'est synonyme de chute, d'ouverture, hein, surtout, hein, d'ouverture sur les objectifs. Maintenant, Mais il y a un côté spectaculaire aussi. Ah oui, C'est-à-dire tout à que fait. c'est Non, des non. photos différentes, quoi. Les Alors- éclaboussures, Alors, les gouttes. alors, exactement. Alors, il y a pluie. C'est-à-dire que là où c'est vraiment extraordinaire et photogénique, je dirais pas extraordinaire, mais photogénique, c'est quand il pleut vraiment beaucoup. Quand il y a pas, quand c'est une bruine, là, c'est-à-dire que je dirais, C'est chiant. C'est chiant. Il y a pas de lumière. Alors, c'est-à-dire que voilà, c'est la photo un peu, c'est fade. C'est fade. Le motard met pas beaucoup d'angles, mais beaucoup moins d'angles que sur le sec. Mais voilà, il n'y a pas tellement d'intérêt. Par contre, quand il fait vraiment, Il y a des averses, quand le ciel est parsemé de nuages, qu'on ça, bascule sur les contrastes, les machins, ça doit être top, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Avec des lumières. Alors, en endurance, en moto d'endurance, comme la voiture d'endurance, du fait que la course dure très longtemps, c'est ça que j'aime dans ce sport-là, c'est que on peut avoir du soleil, de la pluie. Je dirais pas de la neige, mais des fois on n'est pas très loin au mois de début avril. Là, des fois on peut trouver. J'ai déjà eu des courses de moto avec de la neige. Alors, ça s'arrête souvent parce que là c'est un peu trop dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est comme vous dites, c'est que il y a une panel de lumière que vous avez sur une course qui est extraordinaire, quoi. Qui est extraordinaire. David, c'est quoi les caractéristiques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier pour faire de la photo de sport ? L'autofocus, hein, qu'on soit bien d'accord, l'autofocus. Après, je dirais la solidité du boîtier, quand on parlait des monoblocs, parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont sollicités. Voilà, on les range, on les sort, on les cogne parce que voilà, on doit se précipiter à un podium, donc on joue un peu des coudes. Donc à partir de là, Puis quand il y a le champagne qui est secoué, ça peut être ouais, utile. on essaie de se cacher un peu, effectivement, Ouais. parce que après ça abîme pas le boîtier, mais ça le rend collant. Ouais. Ça le rend collant, donc après on passe. Non, au boîtier collant. Voilà, on va passer une demi-heure ou 3/4 d'heure à le nettoyer, donc ça. Mais bon, ça va pas l'abîmer. Mais effectivement, un boîtier, ce qui est important, c'est. Alors après, effectivement, on va revenir, mais sur mon R3, quand on parlait de la personnalisation, c'est qu'effectivement, moi, je suis rentré là-dedans, et tous les petits boutons qui me servaient à rien il y a encore quelques années, aujourd'hui, me servent beaucoup, parce que justement, j'ai personnalisé tout ça et j'ai pu raccourcir le fait des réglages, quoi. Mais bien souvent, le choix d'un système, il vaut mieux le considérer à travers la gamme optique, non ? C'est ça qui fait Oui, aussi tout à fait. l'importance. Toi, Oui, tu as oui. basculé dans l'hybride, mais tu étais déjà chez Canon. La gamme RF commençait à être assez remplie. C'est Oui, ça qui alors peut faire basculer aussi. à l'époque, moi, à mon goût, elle n'est pas encore assez remplie parce que j'ai juste une seule optique que j'ai gardée en EF, hein, qui est le fisheye, parce que le zoom fisheye que j'utilise un peu de temps en temps, pas trop, parce que des fois c'est un Quoi, petit le peu. 8-15 mm ? C'est ça, ouais. C'est Le ça 8-15 mm qui n'existe pas en RF, donc là je l'ai gardé dans mon fourre-tout avec la bague d'adaptation. C'est le seul, hein, c'est le seul. Et moi, du fait que je passais de l'autre côté en hybride, j'ai pas voulu. Alors après, bon, voilà, j'ai aussi, ça fait partie du travail, hein. Je suis passé directement tout au RF. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait des optiques un petit peu plus, voilà, que la gamme s'étoffe un peu. Ça va arriver, hein, ça va arriver, hein. Canon, si tu nous écoutes. Dans la continuité des optiques, tu parles de ton optique fisheye. Quel type de focale tu utilises ?
quelles sont les longues focales et les optiques qui Alors, te servent parfois à faire du portrait? je dirais, dans ma besace photographique, dans mon sac photo, que j'utilise, alors, donc j'ai du 600 mm, le 600 mm. J'ai un 100-500 qui, lui, je dirais, qui est pour les événements où voilà, j'y vais une journée, j'ai pas besoin il faut que ça soit du light. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai toujours 2 boîtiers en permanence dans mon sac. C'est de la sécurité, 2 boîtiers. J'en ai d'autres à l'agence, ok, mais j'ai deux boîtiers en permanence dans mon sac photo. Donc à partir de là, j'ai 600 mm, 100-500, j'ai le 70-200. Alors, je vais faire un petit appel à Canon. S'il vous plaît, Canon, faites un 70-200 où on peut mettre un Un multiplicateur. convertisseur, et oui, Voilà. parce que là, on peut pas sur Tu le n'es RF. pas Voilà. le seul à demander ça. Exactement. S'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je ne sais pas si c'est dans vos tablettes, mais en tous les cas, mettez un multiplicateur sur votre 70-200. Et en plus, le 70-200 est voilà, l'équivalent du 85. C'est une Non, mais optique. c'est une merveille. C'est une merveille, hein, c'est une merveille. Mais c'est vrai qu'avant, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, une photo de podium, on est un peu juste. Alors, c'est sûr qu'on peut recadrer, bien sûr, mais plus on fait des choses bien à la prise de vue, moins il y a pas de post-prod, donc moins il y a de travail. Donc voilà, en revenant aux optiques, à partir de là, voilà, j'ai un 35, j'ai le 17-35, je crois, il me semble, 2.8. Des fois, j'ai du mal à. Bon, c'est pas grave. C'est hein. pas grave. Un grand angle Un à grand ouverture angle constante. En RF, c'est un 15-35 de Ouais. 8. Voilà, c'est ça. Qui est un peu lourd en plus. Mais voilà. Après, j'ai le fisheye. Et c'est tout, quoi, hein, tout simplement. Et le 85-1.2, dont on Oui, va parler rapidement. le 85. Mais lui, voilà, c'est vraiment très spécifique. Je l'utilise pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment. Et puis, c'est un beau caillou. David, pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître le sport pour réussir à le photographier? C'est exactement comme votre photographe de tennis. C'est-à-dire qu'il y a une. C'est-à-dire qu'il y a une relation il y a une complicité avec le sportif qui est primordiale. Voilà, si vous pouvez pas faire une belle. Alors si, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez être chanceux, être sur une course et puis avoir une photo extraordinaire, mais ça, c'est de la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une complicité avec la personne photographiée. Alors, je connais pas. Non, mais j'ai fait un livre sur Valentino Rossi, qu'on soit bien d'accord. C'est pas un intime. Je suis pas un intime de Valentino Rossi. Je le connais professionnellement, ok. On a déjà discuté. Partez pas en vacances ensemble. Non, non, bien sûr, et puis non, je pense pas, non. Mais bon, mais voilà, il y a une complicité qu'on est obligé d'avoir avec les sportifs. Alors après, c'est sûr que si vous êtes photographe de sport, multisport, vous passez d'un sport à l'autre. C'est un peu compliqué. Mais moi, qui suis la moto depuis des années, et c'est que j'ai suivi des gamins qui ont commencé dans les petites catégories et qui sont montés dans les grands. Donc à partir de là, c'est une vie de photographe. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent Bien des sûr. photographes sportifs professionnels. Tout à fait. Ils sont spécialisés dans une discipline. Et pour terminer, David, c'est quoi les réglages principaux à faire sur son boîtier pour photographier de l'action? Je dirais, allez, pour vraiment être sûr, on monte en vitesse, allez, millième, 2 millième, et puis En priorité à la vitesse. priorité vitesse. Après, voilà, par rapport à la lumière, un peu contre-jour, voilà, on essaie, ça dépend le soleil, voilà, on essaye de varier un petit peu, plus ou moins un demi-diaph, et puis voilà, c'est tout. C'est relativement simple, hein, mais c'est de la pratique, tout simplement. Autofocus Rafale? Rafale, oui, Rafale, mais pas en plus, hein. Chez Canon, c'est H+, il me semble. Moi, je mets pas en plus. Vraiment très rarement en plus pour pas louper une action ou une chute ou une chose comme ça. Mais sinon, je mets en H. Oui, chez Canon, ça se résumera en TV, iServo, H. Voilà, H. Si on parle en sigle. Voilà, et effectivement, H+, si vraiment vous voulez, si vous êtes vraiment pas sûr, mettez-vous le H+, mais après, il faut l'ordinateur pour trier la photo, voilà. Et en un mot, quel conseil tu donnerais pour réussir ces filets? La bonne recette? La bonne recette, c'est d'avoir déjà un fond très présent, plus présent possible. Descendre, allez,
éviter de descendre en dessous du 125e. Alors, moi, je descends en dessous du 125. Mais voilà, pour avoir cet effet un petit peu, voilà, pour être sûr, quoi, hein. C'est surtout pour être sûr, hein. Maintenant, c'est sûr. Et puis, ce qui est important aussi, c'est souvent le sujet photographié. Parce que moi, je côtoie des photographes de voitures, par exemple sportives. Eux, ils baissent énormément en vitesse. Ils vont au 30e, au 60e. J'avais croisé un photographe de F1 qui était entre le 20e et le 30e pour faire des Mais films. exactement. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume du sujet photographié est beaucoup plus grand et stable. En moto, au 30e, vous êtes flou, hein. Vous êtes vraiment, vraiment flou. Maintenant, alors après, il y a aussi la lumière. Une lumière chaude, par exemple, va accentuer la netteté. Vous faites un filet en plein cagnard à midi ou à 14h. Waouh, ça va pas être la même chose. Ouais. Donc voilà, le secret, je dirais, le secret, c'est une lumière un peu chaude. Vous descendez pas en dessous du 125e en moto, hein, je parle, hein. Et puis voilà. Et puis surtout, plus votre fond il est prêt, plus il va stimuler l'action, quoi, tout simplement. Bon, on conclut là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, David, pour tout ça. C'est moi qui vous remercie, hein. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. David, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? J'espère. Alors on y va. Première question qui nous vient de Damien Luc. Quelle est, selon toi, la plus belle photo de sport de tous les temps? Je dirais Mohamed Ali. Le combat face à Foreman? Oui. Qui? On connaît le nom du photographe qui a fait cette photo? Non, pas du tout, mais c'est... Ça pourrait être Abbas. De ouais, Magnum. Ouais, possible. Parce qu'il était présent, mais bon, il y en a eu d'autres, hein. On peut faire des questions. On peut meubler, hein, c'était à Kinshasa. On en avait parlé, il y avait une bande dessinée là-dessus. Absolument. Après, c'est tout. Une bonne photo, c'est tout ce qu'il y a autour, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Deuxième question, David, qui nous vient de Emeric.v. Quel est le pourcentage moyen de déchets, flou cadrage, lors d'un événement sportif? 15%. 15%. Avec l'hybride. Alors, on fait un peu de mathématiques. Tu fais 35 000 photos en moyenne par week-end et du coup, tu en exploites que 3 500, 4 000, quoi, quelque chose comme ça au final? Un peu plus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de doublons. Ouais. Après, c'est le problème, c'est ça, c'est le problème entre la rafale et l'autofocus, c'est qu'il y a très très peu de déchets, quoi. Il y a très très peu de déchets. Alors si on veut faire les filets, là, il y a beaucoup plus de déchets. Parfait. Troisième question qui nous vient de Photo Rapido. Alors, je pense que c'est une personne qui te connaît pas très bien. En tout cas, cette personne te demande, est-ce que tu te prépares déjà pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Ah, tout à fait, oui, je vais fuir Paris. C'est marrant, je vais faire la même chose. Ah oui, tout à fait, oui, je vais vraiment fuir Paris. Avec ton expérience, t'es pas embauché pour non, aller couvrir d'autres types d'événements sportifs? Ah non, mais déjà, les Jeux Olympiques, déjà, moi, j'ai pas accès aux Jeux Olympiques, hein, parce que et puis, j'ai vraiment fuir les Paris le jour des Jeux Olympiques. Voilà. Je suis Il y aura désolé. plus de trottinette électrique à photographier en tout cas. Et puis bon, en plus, c'est quelle date à peu près? Ce sera l'été. Juin, juillet, je crois, quelque chose comme ça. Oui, donc je suis dans mes courses de MotoGP, donc bon. ça va être facile pour moi. D'accord. Quatrième question qui nous vient de Flora72. 40 images par seconde. C'est plus de la photo, c'est de la vidéo. Exactement. C'est comme les pixels, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, l'exploitation de mes images, elles sont à 80% sur les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même plus. Mais effectivement,
Après, je dis pas que ça sert à rien, mais bon, voilà. Cela dit, sur un départ, comme tu le disais pendant l'émission, Oui, ça peut voilà. être utile. Tout à fait. D'autant que les photographes pros accrédités, normalement, n'ont pas le droit de filmer parce que tu n'as pas le droit de faire de la concurrence. Exactement. Alors, surtout en Formule 1, ils ont des stickers spéciaux sur les appareils photo, mais effectivement, maintenant, 40 images secondes, 60 images secondes, oui. On peut faire 100 images secondes aussi. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. David, si tu devais ne photographier qu'une seule compétition moto jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait laquelle et pourquoi ? Il n'y a pas de joker là. Alors, c'est le principe de la question qui tue. Voilà. Bon, c'est une émission sans joker. Voilà, sans joker. Le MotoGP, tout simplement, parce que c'est le summum de la moto. C'est l'action, c'est la retransmission, c'est l'événement, c'est ça. Après, je dis pas que c'est pas ce que je préfère le plus, hein, mais et puis les flux financiers sont là, voilà. Ok, on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup, David. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. David, c'était évidemment un plaisir de te recevoir dans notre studio à nos micros. Du coup, tes actualités, là, qu'est-ce qui arrive ? Donc, tu pars sur les 24 heures du Mans, si on a bien compris ? Alors, l'actualité, elle est quasiment presque... C'est ce week-end, là, les 24 heures du Mans ? C'est dans 2 semaines, c'est Okay. le week-end prochain. Et après, le truc, c'est que j'ai mon agence photo couvre à peu près 5 championnats du monde. Ok, ça va de l'extrême est sur tout le continent. Donc là, vraiment, c'est les courses, on appelle ça les road racing, c'est-à-dire que les courses sur piste. Donc 24 heures courses d'endurance, MotoGP, Superbike. Voilà, ça c'est vraiment la grosse, je dirais, les gros événements de l'année. Et après, moi, j'ai vraiment beaucoup développé les courses, je dirais, les courses l'hiver. Donc tout ce qui est championnat des courses sur glace, les courses en salle, avec le super enduro, par exemple, c'est des épreuves qu'on connaît pas bien en France, le ice racing par exemple. Mais de toute façon, tout le long de l'année, je suis occupé tout le long de l'année, grosso modo, c'est ça. Voilà. Mais voilà, ce Grand Prix, les prochaines pour faire court, c'est MotoGP en Europe, après l'endurance, championnat de France aussi de Superbike. C'est un peu moins, mais bon, voilà. On a de la chance d'avoir réussi à te capturer oui. dans notre studio aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Et c'est moi qui vous remercie. On espère à une prochaine fois. C'est très gentil. Et puis, que tout le monde passe une bonne journée, une bonne soirée. La semaine prochaine, on vous proposera une émission consacrée à l'observation de la nature avec des jumelles. Nous recevrons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe et journaliste scientifique Jean-Luc Dauvergne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.